Salut Alex. La Californie qui bat un nouveau record d'énergie en provenance de batteries. Oui, en fait, de batterie, mais de toutes sources là, renouvelables. Là, quand on regarde un peu les chiffres là, de la journée de mardi, là, c'est des chiffres qui sont vraiment suivis à tous les jours. La Californie a été capable de produire pendant la journée plus de 100% de ses besoins en électricité de sources entièrement renouvelables. Bon, tu diras pour les Québécois, il n'y a rien d'impressionnant, mais il faut dire que pour les États américains, c'est vraiment pas la norme. La Californie, historiquement, comme toutes les autres provinces, a été très dépendante des énergies fossiles. Là, ce qu'on voit, c'est que la combinaison du solaire, de l'éolien, du géothermique et de quelques barrages hydroélectriques permet de couvrir là, la totalité des besoins. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a effectivement cette nouvelle composante qui n'existait pas il y a quelques années, qui sont des batteries, batteries qu'on met dans des genres de l'équivalent d'un conteneur, dans le fond, puis qui pendant toute la journée accumulent l'énergie qui est produite par notamment l'éolien et le solaire, qui est de l'énergie intermittente. Puis ça permet en soirée, souvent quand la demande est plus élevée, on cuisine, on prend sa douche, on fait son lavage, d'étaler la courbe puis d'éviter d'avoir recours à des énergies fossiles. Ça pose la question, évidemment, pour les Québécois. Hein. On sait que chez nous, bon, on a énormément d'énergie, mais il y a toujours cette espèce de spectre là, qu'on va en manquer. Puis c'est sûr que le réflexe d'Hydro puis du gouvernement de François Legault jusqu'ici, ça a été de développer surtout de l'hydroélectricité là, pour vraiment pallier là, la grosse demande. On veut harnacher de nouvelles rivières. Et ça, ça se fait évidemment avec la complexité de la négociation là, avec les Premières Nations. C'est évidemment de plus en plus coûteux. Hein. Les coûts de construction dans toutes les catégories ont augmenté, dont l'industriel lourd, dont dans les barrages. Et il faut se demander s'il n'y aurait pas quelque chose à regarder de ce côté-là, c'est-à-dire de construire carrément des parcs de batteries. Puis ça éviterait d'avoir à le faire, notamment là, au bout du monde, là, dans des territoires très lointains. On pourrait faire ça carrément à proximité des grands centres. Donc, ceux qui disent là, que on sait que la filière batterie a mauvaise presse là, ces dernières semaines, ces derniers mois, comme je l'ai souvent dit, sur le long terme, il y a clairement quelque chose qui est en train de se passer là, avec ce segment énergétique-là. Puis je ne sais pas si on en a déjà parlé, Alex, toi et moi, mais j'ai aussi cet espoir, là, puis ça dépend plus de nos amis chez Hydro, mais qu'éventuellement, les véhicules électriques, hein, je sais que tu es un adepte aussi, mais les véhicules électriques et leurs batteries pourront être utilisés non seulement pour prendre de l'énergie, mais en renvoyer Ah oui, éventuellement. un peu comme une génératrice, si tu veux. Mais ça, il y a certains véhicules qui le font, là. Hein? Moi, Oui, le mien le fait pas. le Ford Lightning, là, par exemple, le pick-up, le F-150 Oui, Lightning, permet ça de le faire. fonctionne. Sauf que ça fonctionne exclusivement pour ta maison. Donc, par exemple, Ah, dans un cas de OK. panne, tu peux, là, puis il faut configurer son panneau là, d'une certaine façon. Là, c'est pas, encore une fois, justement, c'est pas simple là, pour l'instant, mais ça permet d'alimenter ta maison. Puis il y a quand même, tu sais, pas mal de kilowattheures. Donc, selon ta consommation, selon, certains disent qu'avec un Lightning pleinement chargé, tu peux survivre 3 jours en utilisant l'énergie de ton camion. Ils devraient Là nous où rebrancher d'ici là, en principe, Ouais, d'habitude. Hein? ouais, si on sortait une autre crise du verglas, Ben, c'est ça, là. je ne le souhaite pas. Mais là où il y a de l'intérêt, puis je vais continuer moi, de suivre ça dans les prochaines Mhm. années, Alex, c'est est-ce qu'éventuellement Hydro va permettre à ton véhicule, le mien, c'est les quelques centaines de milliers d'électromobilistes du Québec, de revendre à Hydro de l'énergie, même quand il n'y a pas une panne. Et ça permettrait justement, entre les périodes de très faible demande, milieu de la nuit, quelques heures en après-midi, versus les périodes où la demande est très forte, souvent, comme je dis, le matin ou au retour du travail, quand on cuisine, quand on se douche, quand on consomme, quand on chauffe la maison, de revendre à des moments de pointe en consommant à des moments où c'est moins en demande, puis donc d'aplatir la courbe, hein, je veux dire, comme Ignacio Arruda, là, l'enjeu électrique qu'on a beaucoup au Québec, c'est sûr que oui, il y a la quantité d'énergie, mais il y a à un moment ce qu'on appelle la puissance, là, c'est qu'on demande beaucoup, beaucoup d'énergie pendant un court laps de temps, 1 heure. Là, tout le monde se chauffe, tout le monde fait à souper en même temps. Et c'est souvent l'enjeu de la puissance. Donc, on pourrait atténuer, aplatir la courbe de la demande de puissance, notamment avec des batteries dans des conteneurs comme en Californie, mais éventuellement peut-être un jour avec nos véhicules stationnés dans l'entrée. Puis, ce faisant, de gagner de l'argent. Là. Comme je te dis, il y a plusieurs pays qui le permettent aujourd'hui. Tu achètes l'électricité à 7 cents, tu la revends à 15 cents une couple d'heures plus tard. Entre les deux, tu te fais un petit profit à la fin du mois, puis ça peut payer une partie de l'auto même éventuellement. C'est une avenue intéressante, ce que tu nous exposes là, c'est clair. Les tarifs, on en parle peut-être un peu moins dans l'actualité. Il faut dire que là, on était dans tout un tourbillon aussi dans les derniers jours, mais il y en a encore des tarifs, notamment l'acier, l'aluminium. Trump les a même haussés à 50 %. Et là, Mark Carney, hier, a présenté un peu son plan de match en disant,
C'est correct, on s'est donné un mois pour s'entendre, mais si au terme de tout ça, donc à la fin juillet, on ne s'est pas entendu, il y aura des conséquences. Oui, effectivement. Puis là-dedans, je vais dire, tu sais, sur la négociation dans l'ensemble, je l'ai dit souvent, tu sais, le Canada risque pas de sortir gagnant. Je pense pas qu'on doit rentrer dans une guerre commerciale ouverte avec les Américains. Notre économie est beaucoup plus petite que la leur. Mais là, effectivement, il y a ces tarifs là, sur l'acier et l'aluminium. Puis dans ce secteur-là, on a le gros bout du bâton parce que les Américains, là, de mémoire, là, à peu près 75-80% de l'aluminium qu'ils consomment pour fabriquer des voitures, pour fabriquer des instruments industriels, c'est de l'aluminium québécois, là, canadien. Donc, c'est sûr que ils nous font mal, mais inversement, si nous, on se met à plus vouloir jouer avec eux, on peut aussi leur faire mal sur ce segment-là spécifique. Et c'est là-dessus où M. Carney a annoncé là, qu'il allait imposer des quotas tarifaires sur les importations d'aluminium et d'acier. Et là, tu sais, j'essayais de comprendre un peu comment ça fonctionnait, mais grosso modo, ça va s'appliquer aux pays qui n'ont pas signé d'entente de libre-échange avec le Canada. Mais tu comprends qu'il y a beaucoup de pays dans le monde, mais il y en a comme un, je pense, qui est plus important que les autres. Fait que je pense que l'idée, c'est qu'on va accepter l'acier et l'aluminium de la France, de la Grande-Bretagne, du Japon, mais nos relations commerciales avec ces pays-là dans le secteur de l'acier et l'aluminium sont relativement modestes comparativement aux États-Unis. Mais ce faisant, donc, on va mettre la pression sur les Américains pour revenir en arrière. M. Trump pourra éventuellement revenir sur sa décision puis inclure le Canada parmi les exceptions à cette industrie-là. On sait que là, je ne sais pas si tu as suivi, mais par exemple, Rio Tinto a annoncé des gels d'embauche là, ces derniers jours là, parce que vraiment, tu sais, oui, les tarifs, mais ultimement, ça va avoir un impact sur les emplois puis sur l'économie Ben, québécoise. c'est pas viable, là, des tarifs de 50 Francis, là, je veux dire, ça va mettre à terre l'industrie. Là. Tu peux pas vendre, tu peux pas être compétitif avec des tarifs de 50 là. Ben, tu peux pas, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Tu sais, je veux dire, notre électricité, ça revient au sujet de l'électricité. Tu sais, une des raisons pour laquelle il y a toutes ces alumineries chez nous, c'est que l'électricité est très peu chère. Tu sais, puis ça, c'est une exclusivité qu'on a au Québec. Que tu vas en Australie, tu vas au Japon, tu vas en Europe, il n'y a personne qui paye ça, 5 cents du kilowattheure pour de l'électricité industrielle. Donc, on a un avantage incroyable sur nos coûts de fabrication en raison de cette énergie propre et abondante. Si les Américains veulent imposer un tarif de 50 je te le dis tout de suite, ce n'est pas les entreprises québécoises qui risquent de payer la plus grande partie de ça, ce sont les consommateurs ou encore pire, les consommateurs intermédiaires, c'est-à-dire les usines, les petits manufacturiers, etc., américains qui vont payer cette surtaxe-là. Et là, si en plus on les pénalise nous-mêmes avec des contre-tarifs, ça risque d'accélérer le rythme auquel on trouve une entente. Parce qu'encore une fois, tout ça n'est pas viable, comme tu le dis. Personne ne gagne là-dedans. Ce n'est pas les quelques milliards de dollars que le gouvernement américain ramasse au passage qui va changer la donne. Il s'aligne pour faire des déficits dans les billions de dollars, quand même qu'il ramasserait 3-4 milliards en tarifs. C'est ridicule, tout ça. C'est comme, on dirait, j'ai le sentiment de quelqu'un qui ne comprend pas les mathématiques, qui est en train de faire la politique commerciale américaine. Et encore une fois, je pense que M. Carney, lui, au contraire, on peut lui faire bien des reproches, mais je pense qu'il s'est compté jusqu'à 10, si je comprends bien la manière que son cerveau fonctionne. Donc, c'est une bonne mesure. On va voir où ça fait mal aux Américains, puis si ça peut accélérer la relaxe éventuellement dans la relation commerciale. Ouais, comme banquier, je pense que oui. Je pense qu'il s'est compté jusqu'à 10. Du moins, on se le souhaite. Merci, Francis. Ouais.